Il s'est garé dans mon allée et a attendu ma femme comme si je n'existais pas. Je suis sorti et je lui ai dit de partir. Elle est sortie, lui a pris la main, et m'a dit de rentrer à l'intérieur. C'est là que j'ai craqué. Mon nom est Clément Dubois. J'ai 47 ans. Je suis inspecteur des incendies pour le département de la Haute-Rive, et j'ai passé 16 ans marié à une femme qui utilisait l'absence de notre fils comme calendrier pour sa liaison. Je ne savais rien de tout cela la nuit où tout a explosé. Ce vendredi d'octobre, je suis rentré chez moi après un service de 12 heures, sentant la fumée et la paperasse. J'avais faim. J'étais fatigué. La dernière chose à laquelle je m'attendais en m'engageant dans l'allée était de trouver une Audi noire garée à moitié sur ma pelouse comme si elle était à sa place. Je n'ai pas reconnu la voiture. Je suis resté assis dans mon pick-up un moment, le moteur au ralenti, essayant de l'identifier. Puis la porte d'entrée s'est ouverte et Céline est sortie. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Bordeaux foncé, ajusté. Elle était coiffée. Son maquillage était parfait, et elle bougeait avec une énergie que je n'avais pas vue diriger vers moi depuis des années. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Elle regardait vers l'Audi, souriante, déjà ailleurs dans son esprit. Je suis sorti du pick-up. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, pas tout à fait, plutôt de l'irritation. « Clément » a-t-elle dit, « tu es rentré tôt. » « Il est 6h30, ai-je répondu. La même heure à laquelle je rentre toujours. La porte du conducteur de l'Audi s'est ouverte et un homme en est descendu. Au milieu de la quarantaine, beau d'une manière travaillée, habillé comme s'il venait de sortir d'une dégustation de vin. Il s'est tenu au bord de mon allée, les mains dans les poches de sa veste, comme si l'endroit lui appartenait. Il n'a pas tressailli quand il m'a vu. Il a juste attendu. « Qui est-ce » ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sût déjà que la réponse ne me plairait pas. « Il s'appelle Sébastien » a dit Céline, comme si cela répondait à quoi que ce soit. J'ai marché vers lui lentement, sans courir, sans crier, en marchant simplement de la façon dont je le fais quand j'inspecte un bâtiment dont je sais déjà qu'il est compromis. « Vous devez partir » lui ai-je dit. Calme, direct. Sébastien a jeté un coup d'œil à Céline. Pas à moi. À elle, comme si j'étais un inconvénient mineur qu'il attendait qu'elle gère. Cela m'a tout dit. Clément, arrête. Céline s'est interposée entre nous, ce qui n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle est passée juste devant moi, a marché directement vers Sébastien et lui a pris la main. Pas une chose subtile, pas un accident. Elle a entrelacé ses doigts avec les siens et s'est tournée pour me faire face avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Calme, presque provocante. Rentre à l'intérieur, a-t-elle dit. 3 mots. Rentre à l'intérieur. Comme si j'étais un enfant que l'on renvoyait dans sa chambre. Comme si c'était son allée, sa maison, ses règles. Et j'étais un invité qui avait abusé de son hospitalité. Quelque chose a basculé en moi à ce moment-là. Pas de la rage. J'ai côtoyé assez de véritables urgences pour savoir que la rage est inutile. Ce qui a basculé, c'est la clarté. Le brouillard dans lequel je vivais depuis quelques années. La distance, les excuses, les nuits tardives qu'elle disait être du travail. Tout s'est dissipé en environ 4 secondes. Je ne suis pas rentré à l'intérieur. J'ai regardé Sébastien. Puis j'ai regardé Céline. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes contacts, et j'ai appelé mon avocat, David Vasseur, juste là dans l'allée pendant qu'elle regardait. Cela a sonné 2 fois. David, ai-je dit quand il a décroché. C'est Clément. J'ai besoin de vous rencontrer à la première heure lundi. Il est temps. L'expression de Céline a changé. Puis la provocation a glissé juste un peu. J'ai mis fin à l'appel, je suis passé devant eux deux et je suis entré dans ma maison. J'ai verrouillé la porte derrière moi. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à afficher nos comptes bancaires conjoints parce que j'étais un inspecteur des incendies, et mon travail consistait à trouver ce qui allait mal tourner avant que cela ne devienne un désastre. J'avais fini d'arriver en retard sur les lieux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté assis à la table de la cuisine jusqu'après minuit avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes juridique à côté de moi,
épluchant chaque compte conjoint que nous avions. Le compte courant, l'épargne, la ligne de crédit sur la valeur de la maison. Je ne suis pas un enquêteur financier, mais je suis méthodique. C'est ce qui me rend bon dans mon travail. Vous documentez tout. Vous suivez les preuves, et vous ne laissez pas ce que vous voulez être vrai se mettre en travers de ce qui est réellement. Ce qui était réellement s'est avéré être laid. Au cours des 14 derniers mois, Céline avait effectué des transferts réguliers depuis notre épargne conjointe. Des montants compris entre 516 € et 1204 €, toujours espacés de 3 à 4 semaines, jamais des nombres ronds, ce qui était intelligent. Les nombres ronds attirent l'attention. C'était le genre de chiffre qui ressemblait à des courses au supermarché ou à l'entretien de la voiture ou à n'importe laquelle des 100 choses pour lesquelles une femme pourrait dépenser de l'argent sans que son mari ne la remette en question. Le total, quand je l'ai additionné 2 fois pour être sûr, s'élevait à un peu plus de 16 340 €. J'ai fixé ce nombre pendant longtemps. Elle n'était allée nulle part avec ça. Du moins, nulle part où je pouvais le voir. Aucun achat important n'apparaissait. Aucun frais d'hôtel, pas de bijoux, pas de billets d'avion, ce qui signifiait que cela allait probablement quelque part en espèces ou quelque part avec un nom que je ne reconnaîtrais pas. J'ai noté chaque date de transaction, chaque montant, et je l'ai mis de côté. Ensuite, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai trouvé la messagerie vocale en dehors des heures de bureau de David Vasseur. Je lui ai laissé un message exposant les bases, séparation, finances, garde des enfants, et je lui ai demandé de m'appeler à la première heure lundi. Puis j'ai fait la chose que je repoussais. J'ai appelé le pensionnat de Richmond. Il était tard, alors j'ai laissé un message à l'administrateur de l'école, un homme nommé Paul Guérin avec qui j'avais parlé peut-être 3 fois au total depuis l'inscription de Kylian. Je lui ai demandé de me rappeler. J'ai dit qu'il s'agissait de l'emploi du temps du week-end de mon fils. Il a rappelé le lendemain matin à 8h15. La conversation a commencé assez poliment. Paul Guérin était un homme prudent, le genre qui choisit ses mots comme s'il désamorçait quelque chose. Mais quand je lui ai demandé directement à quelle fréquence Kylian avait été récupéré le week-end au cours de l'année scolaire écoulée, la pause avant sa réponse a duré juste un instant de trop. « Monsieur Dubois », a-t-il dit prudemment. « Kylian est un élève merveilleux. Il s'est bien adapté. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, lui ai-je dit. Une autre pause, puis doucement, « Votre fils est resté sur le campus la plupart des week-ends cette année. Il y a eu plusieurs occasions où il a demandé à rentrer à la maison, et nous avons contacté Madame Dubois. Elle a indiqué qu'il y avait des circonstances familiales qui rendaient la prise en charge difficile. J'ai gardé la voix stable. Combien de week-ends? Depuis septembre, j'estimerais 11 ou 12. 11 ou 12 week-ends. Mon garçon de 14 ans était resté assis dans une chambre de dortoir pendant que sa mère disait à l'école qu'elle était trop occupée pour venir le chercher. Et je ne l'avais pas su parce que je supposais qu'elle s'en occupait. Je supposais qu'elle était sa mère. J'ai remercié Paul Guérin, j'ai raccroché, et je suis resté assis tranquillement dans mon pick-up dans l'allée pendant environ 10 minutes. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à Richmond, pas pour retirer Kylian. Pas encore, pas sans un plan, mais parce que j'avais besoin de voir mon fils. Je me suis inscrit au secrétariat, et ils ont envoyé quelqu'un le chercher de sa salle d'études du samedi. J'ai attendu dans une petite salle de réunion avec une table ronde et 4 chaises et une fenêtre qui donnait sur un terrain de football. Kylian est entré et s'est arrêté quand il m'a vu. Il était plus grand que dans mes souvenirs. Les enfants font ça quand vous ne regardez pas d'assez près. Il avait une coupe de cheveux que je ne reconnaissais pas. Il avait l'air d'avoir plus de 14 ans, et cela m'a frappé quelque part où je n'y étais pas préparé. Papa? Il avait l'air confus. Puis autre chose a traversé son visage. Du soulagement, peut-être. Le genre qu'un enfant essaie de cacher parce qu'il ne veut pas donner l'impression d'en avoir besoin. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis venu te voir, ai-je dit. »« Assieds-toi. » Il s'est assis. Je ne me suis pas lancé dans quelque chose de lourd. C'était un enfant, et quoi qu'il se passe entre Céline et moi, ce n'était pas à lui de le porter. Nous avons parlé pendant près d'1 heure de l'école, de ses amis dans le dortoir, d'un projet d'histoire sur lequel il travaillait, des choses normales. Mais ensuite, vers la fin, il est resté silencieux un moment. Il regardait la table. Puis il a dit, sans lever les yeux, « Maman n'est pas venue depuis un moment. »« Je sais, ai-je dit.
Je n'arrêtais pas de penser qu'elle était peut-être juste occupée. Il a haussé les épaules, de la manière dont les adolescents le font quand ils essaient d'agir comme si quelque chose n'avait pas d'importance alors que c'est clairement le cas. Je ne voulais pas appeler et en faire toute une histoire. J'ai tendu le bras par-dessus la table et j'ai posé ma main sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit. Rien de tout cela. Il a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre à ce sujet. Quand je suis parti, je me suis assis dans mon pick-up sur le parking de l'école et j'ai sorti l'iPad de Céline. Elle l'avait lié à notre compte familial partagé il y a des années, à l'époque où nous faisions encore ce genre de choses. Je n'avais jamais regardé ces messages. Je n'en avais pas ressenti le besoin. J'en ressentais le besoin maintenant. Il m'a fallu environ 4 minutes pour trouver ce que je cherchais. Un fil de discussion avec un contact enregistré simplement sous la lettre S. Sébastien Roux, ai-je supposé. Les messages remontaient à près de 2 ans. J'ai survolé la majeure partie, mais vers le début du fil, un échange m'a glacé le sang. Son message, daté de la même semaine où elle avait mentionné le pensionnat de Richmond pour la première fois, une fois qu'il sera installé, nous aurons enfin du vrai temps ensemble, pas juste des heures volées. Sa réponse, j'ai hâte. Je l'ai lu 2 fois. Ensuite, j'ai photographié chaque page de ce fil de discussion, j'ai fermé l'application et j'ai posé l'iPad face vers le bas sur le siège passager. Elle n'avait pas mis Kylian dans cette école pour son avenir. Elle l'y avait mis pour sa propre convenance. J'ai conduit lentement vers la maison, en pensant à ce qui allait suivre, pas à ce que je ressentais. J'aurai le temps de ressentir les choses plus tard. En ce moment, j'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être le gars qui lit la scène avant que la scène ne le lise. Lundi matin, j'étais assis dans le bureau de David Vasseur quand il a ouvert à 8 heures. David Vasseur pratiquait le droit de la famille dans le département de la Haute-Rive depuis 31 ans. Il était le genre d'avocat qui ne vous faisait pas perdre votre temps avec de la sympathie. Il écoutait, il organisait et il vous disait exactement où vous en étiez. Je lui avais recommandé 2 collègues au fil des ans lorsque leur mariage s'était effondré. Je n'aurais jamais pensé m'asseoir moi-même en face de lui. J'ai tout exposé dans l'ordre, la confrontation dans l'allée, les relevés bancaires, le récit de l'administrateur de l'école sur les week-ends manqués de Kylian, les messages que j'avais photographiés sur l'iPad de Céline. David a pris des notes sans m'interrompre, ce qui était l'une des choses que j'appréciais chez lui. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo et a croisé les mains sur le bureau. Les transferts financiers sont significatifs, a-t-il dit. 14 mois, un schéma constant, aucune dépense correspondante. Cela va être pertinent dans la discussion sur la division des biens. Les dossiers scolaires sont potentiellement encore plus précieux pour la garde. C'est là-dessus que je veux me concentrer, lui ai-je dit. Kylian reste avec moi. David a hoché la tête lentement. Nous aurons besoin de la documentation de l'école. Je la demanderai formellement cette semaine. En attendant, ne déménagez pas de la maison. Ne faites aucun grand mouvement financier. Et ne la confrontez pas à propos de l'iPad. Laissez-la croire que vous ne l'avez pas. Je lui ai dit que je comprenais. Ensuite, j'ai conduit directement de son bureau au pensionnat de Richmond. Je n'avais pas appelé à l'avance cette fois-ci. Je me suis garé sur le parking des visiteurs, je suis entré dans le secrétariat, j'ai signé le registre et je leur ai demandé de retirer Kylian de son cours du matin. Paul Guérin lui-même est sorti pour me rencontrer dans le couloir. J'ai eu l'impression que Dorothée l'avait déjà mis au courant de mon appel du week-end. « Monsieur Dubois » a-t-il dit en me tendant la main. « Je m'attendais à ce que vous veniez. »« J'apprécie votre honnêteté au téléphone » lui ai-je dit. « J'aimerais ramener mon fils à la maison pour quelques jours si c'est permis. »« Bien sûr. Il peut emporter ses cours avec lui. Ses professeurs peuvent envoyer les devoirs par courrier électronique. » Ils ont fait descendre Kylian 10 minutes plus tard. Il avait son sac à dos à moitié fait et un regard sur son visage qui était à parts égales perplexe et plein d'espoir. Le regard d'un enfant qui ne voulait pas s'enthousiasmer pour quelque chose au cas où cela ne marcherait pas. « Tu me ramènes à la maison » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. « Viens. » Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. J'avais allumé la radio à bas volume, une de ces stations de rock classique qui joue les 40 mêmes chansons en boucle. Et Kylian regardait par la fenêtre du passager les arbres qui défilaient. Après environ 40 minutes, il a dit, sans tourner la tête, « Papa, je dois te dire quelque chose. »
Vas-y. Il est resté silencieux pendant encore quelques secondes. Puis, au printemps dernier, quand tu étais sur ce travail à Milmont pendant 3 semaines, maman avait quelqu'un à la maison. Quelquefois, j'ai vu sa voiture. Elle m'a dit que c'était un entrepreneur, quelque chose à propos de la terrasse arrière. J'ai gardé les yeux sur la route. L'as-tu cru? Un temps. Non. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il s'est tourné pour me regarder alors. Parce que je pensais que si je te le disais, vous vous disputeriez, et qu'ensuite l'un de vous partirait, et qu'alors je... Il s'est arrêté, à regarder à nouveau par la fenêtre. Je ne voulais pas en être la raison. Je me suis garé sur le bas-côté pour arrêter le pick-up. Moteur allumé, feu de détresse activé, sur le bord d'une route du canton de Toissay avec des arbres des 2 côtés. Je me suis tourné pour lui faire face. Kylian, regarde-moi. Il l'a fait. Rien de tout cela n'est de ta faute. Pas une seule petite partie. Tu m'entends? Il a hoché la tête. Sa mâchoire était crispée, de la manière dont les adolescents la tiennent quand ils essaient de ne pas montrer quelque chose. Et tu n'es jamais, au grand jamais, la raison pour laquelle les adultes font les choix qu'ils font. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Puis il a dit doucement, « Papa, est-ce qu'elle nous aimait, ou est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle attendait juste quelque chose de mieux ?» Cette question a pesé dans la cabine de ce pick-up comme une pierre. Je n'avais pas de réponse facile, et je n'allais pas l'insulter en lui en donnant une. Je pense qu'elle nous aimait au début, ai-je finalement dit, et puis elle s'est perdue quelque part en cours de route. C'est de sa faute, pas de la tienne. Il n'a rien dit après ça. Mais quand je me suis réengagé sur la route, il a tendu le bras et a augmenté un peu le volume de la radio. C'était suffisant. De retour à la maison, Céline était partie. Sa voiture n'était pas dans l'allée, ce qui me convenait très bien. J'ai installé Kylian dans sa chambre, j'ai commandé une pizza pour le dîner et j'ai passé la soirée à regarder de vieux films d'action avec mon fils sur le canapé. Des choses normales, des choses dont j'aurais dû avoir davantage. Après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appelé Christophe Dourdan. Christophe était mon ami le plus proche depuis que nous étions tous les deux des recrues au service d'incendie du département, à l'époque où aucun de nous ne savait ce qu'il faisait. Il avait pris sa retraite il y a 2 ans. Mauvais genou, il avait déménagé dans un endroit sur le lac de Cournon. Il a répondu à la 3e sonnerie, et je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. « Tu as l'air de dire que quelque chose est en feu », a-t-il dit. D'une certaine manière, lui ai-je dit. Je lui ai donné la version courte. Il a écouté sans interrompre, ce qui n'était pas typique pour Christophe. Il était d'habitude bavard. Quand j'ai terminé, il a dit, « Clément, je vais dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes franchement. » Vas-y. J'ai vu Sébastien Roux à la fête du 14 juillet chez les Henriot l'été dernier. Lui et Céline ont parlé assez longtemps pour que je le remarque. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas me tromper. J'aurais dû dire quelque chose. J'ai fixé le plafond. Oui, tu aurais dû. Je sais. Une pause. Qu'est-ce que tu attends de moi en ce moment? Rien, mais je pourrais avoir besoin d'un témoin de moralité par la suite. C'est fait, a-t-il dit. Aucune hésitation. Tout ce dont tu as besoin. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis allé vérifier Kylian une dernière fois. Il était endormi, un bras pendant sur le côté du lit, la façon dont il avait toujours dormi depuis qu'il était petit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte un moment. Il avait porté ce secret pendant la majeure partie d'une année, tout seul, essayant de protéger la famille. 14 ans. J'ai fermé sa porte doucement et je suis retourné au travail. 2 jours après que Kylian est rentré à la maison, Céline est revenue. Elle a franchi la porte d'entrée un mardi soir avec 2 sacs de courses et une expression conçue pour projeter la normalité, comme si la scène dans l'allée ne s'était pas produite, comme si tout était simplement en pause et attendait qu'elle le reprenne. Elle s'est arrêtée quand elle a vu Kylian à la table de la cuisine faire ses devoirs, et quelque chose a basculé derrière ses yeux. « Tu es à la maison ?» lui a-t-elle dit. « Papa est venu me chercher », a répondu Kylian, sans lever les yeux de son travail. Elle m'a regardé. J'étais debout au comptoir avec une tasse de café, la regardant assimiler la chose. « Nous devrions parler », a-t-elle dit.
Nous devrions, ai-je convenu. Kylian, va finir ça dans ta chambre un petit moment, tu veux bien? Il a rassemblé ses livres sans discuter et a disparu dans le couloir. Céline a posé les sacs de course sur le comptoir et s'est tournée pour me faire face. Elle avait soigneusement arrangé son sang-froid. Je l'avais déjà vu faire ça lors de disputes, construisant le mur avant que le premier mot ne soit tiré. Je veux m'expliquer, a-t-elle commencé. Je vais t'arrêter là, ai-je dit calmement. Je ne suis pas intéressé par une explication. Je suis intéressé par un accord. Elle a cligné des yeux. Un accord? Des termes simples. Pas de dispute devant Kylian. Pas de perturbation de sa routine pendant que cela se règle. Et j'aimerais que tu parles au bureau de David Vasseur cette semaine concernant la planification. Son sang-froid a glissé juste assez. Tu as déjà appelé un avocat. À la première heure lundi, ai-je confirmé. David Vasseur. Tu l'as déjà rencontré. Il a pris la parole au dîner de sécurité du département il y a 2 ans. Elle est restée silencieuse un moment, recalculant. Puis elle a dit prudemment, Clément, je pense que si nous nous asseyions simplement et parlions de ça comme des adultes, nous pourrions. J'aimerais aussi régler la question du compte d'épargne conjoint, ai-je dit. 16 340 € sur 14 mois. J'ai noté les dates et les montants si tu souhaites les passer en revue. La couleur a changé sur son visage. Pas de façon dramatique. Céline était douée pour contrôler sa surface, mais j'observais ce visage depuis 16 ans, et je l'ai vu. Cet argent est allé à Sébastien Roux, ai-je dit. Ou à des choses qui ont bénéficié à Sébastien Roux. C'est ce que croit mon avocat. Et d'après ce que j'ai trouvé, je suis enclin à être d'accord avec lui. Elle a posé ses mains à plat sur le comptoir. Tu n'as aucune preuve de cela. J'en ai assez, ai-je dit simplement. Ce qui s'est passé ensuite était la partie à laquelle je m'attendais mais que j'ai quand même trouvé instructive à observer. Elle a pivoté. Céline avait toujours été douée pour pivoter. Quand un angle ne fonctionnait pas, elle en trouvait un autre sans perdre le rythme. Je veux parler de Kylian, a-t-elle dit, déplaçant son ton vers quelque chose de plus doux. Je sais que je n'ai pas été. Je sais que la situation avec l'école n'était pas idéale, mais je pense que nous pouvons trouver un arrangement qui soit le meilleur pour lui. Moi aussi, ai-je dit. C'est pourquoi j'ai déjà demandé à David de réclamer le registre des week-ends à Richmond. 11 week-ends manqués, Céline. Paul Guérin témoignera de cela si on en arrive là. Cela a été reçu différemment. Elle s'est redressée légèrement. Et pour la première fois dans la conversation, elle a eu l'air de quelque chose s'approchant d'une véritable perturbation. Ce n'est pas. J'avais des raisons. Je suis sûr que tu en avais, ai-je dit. J'ai gardé ma voix égale, presque agréable. Tu pourras partager ces raisons avec le médiateur. Elle m'a fixé pendant un long moment. Je pouvais la voir en train de réfléchir à tout ça. Ce que je savais, à quel point je pouvais bluffer, quel devrait être son prochain mouvement. C'était la version de Céline que j'avais sous-estimée pendant trop longtemps, perspicace, stratégique, courant toujours 3 pas en avant. La différence maintenant, c'est que je courais aussi en avant. J'aimerais que tu restes dans la chambre d'amis pour l'instant, ai-je dit, jusqu'à ce que nous ayons quelque chose de formel en place. Je pense que c'est mieux pour Kylian que l'un de nous ne déménage. Elle a pris son sac à main sur le comptoir. Je dois passer un appel. Bien sûr, ai-je dit. Elle est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer. Notre chambre, je suppose, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Puis j'ai entendu sa voix à travers le plafond, basse et tendue, ce qui signifiait qu'elle appelait son avocate. Son avocate était une femme nommée Karine Fargeau. Ce que Céline ne savait pas encore, ce qui allait ressortir lors du premier échange formel entre les conseils, c'est que Karine Fargeau était au courant de la liaison. Elle avait fourni un alibi à Céline à au moins 2 occasions documentées, disant à des amis communs que Céline avait été avec elle les soirs où elle avait en fait été avec Sébastien. C'était un conflit d'intérêts. David l'avait déjà identifié. Il attendait le bon moment pour le faire émerger. J'ai repris du café, j'ai frappé à la porte de Kylian, et je lui ai demandé s'il voulait regarder quelque chose après le dîner. Il le voulait. Nous avons regardé 2 épisodes d'une ancienne émission de survie à laquelle il s'était intéressé, et il s'est endormi sur le canapé avant que le 2e ne se termine.
J'ai éteint la télévision et me suis assis dans le silence. Le piège avait été tendu. Céline était tombée dedans, et je n'avais pas élevé la voix une seule fois. Christophe Dourdan a conduit depuis le lac de Cournon un jeudi après-midi. Il s'est présenté à l'improviste, ce qui était typique de lui. Christophe fonctionnait selon son propre emploi du temps et ce, depuis aussi longtemps que je le connaissais. Il a frappé 2 fois, est entré quand j'ai ouvert la porte, et s'est dirigé tout droit vers la cuisine comme s'il y avait été hier au lieu d'il y a 4 mois. « Tu as du vrai café ?» a-t-il demandé en ouvrant le placard au-dessus de la machine. « 2e étagère, ai-je dit. » Il a trouvé le sac, l'a dosé à l'œil, et a démarré la cafetière sans qu'on le lui demande. Je me suis assis à la table. Il y avait quelque chose de presque stabilisant dans la banalité de la chose. Christophe dans ma cuisine préparant du café comme si le monde n'avait pas basculé sur son axe. Il a apporté 2 tasses et s'est assis en face de moi. « Dis-moi où en sont les choses. » J'ai tout déballé. David Vasseur avançait sur les dossiers financiers. La documentation de l'école était arrivée. Karine Fargeau, l'avocate de Céline, avait été formellement signalée pour le conflit d'intérêts, et David s'attendait à ce qu'elle se retire de l'affaire dans la semaine. Céline dormait dans la chambre d'amis et se déplaçait dans la maison comme si elle attendait quelque chose, bien que je ne sois pas sûr de ce qu'elle pensait qui allait arriver. Christophe a écouté tout cela, tournant lentement sa tasse sur la table. Quand j'ai terminé, il a dit « Tu tiens le coup mieux que je ne le pensais. » Je n'ai pas le luxe de m'effondrer, lui ai-je dit. Kylian est là. Il a hoché la tête. Comment va-t-il? Mieux qu'il ne devrait, ai-je dit. C'est un enfant costaud. Plus costaud que je ne le pensais. Christophe est resté silencieux un moment. Puis il a dit la chose que je pouvais deviner qu'il retenait depuis que nous avions parlé au téléphone. Clément, tu m'as demandé pourquoi je ne t'avais rien dit à propos de Ro à la fête des Henriot. J'y ai réfléchi, et je me suis dit que je n'avais rien dit parce que je n'étais pas sûr. Mais ce n'est pas toute la vérité. Il a posé sa tasse. Toute la vérité, c'est que je me disais que tu étais heureux, que les choses allaient bien, et je ne voulais pas être celui qui ferait exploser ça en se basant sur une intuition. C'était égoïste de ma part. C'était plus facile pour moi de rester silencieux. Je l'ai regardé à travers la table. Christophe n'était pas un homme qui admettait les choses facilement. Il avait passé 30 ans dans le service d'incendie, ce qui ne cultive pas exactement la flexibilité émotionnelle. Cela lui coûtait quelque chose. Je t'entends, ai-je dit. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas être en colère à ce sujet, mais tu es là maintenant. Ça compte pour quelque chose. Il a laissé échapper un long soupir. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je pourrais avoir besoin que tu témoignes de ce que tu as vu dans cette maison. En tant qu'ami, en tant que personne qui nous a connus tous les deux. David pense que le contexte du caractère pourrait compter pour l'argument de la garde. C'est fait, a dit Christophe. Tu n'as même pas besoin de demander. Nous avons bu le café. Il est resté 2 heures, et nous avons parlé d'autre chose pendant la majeure partie. Sa propriété près du lac, une situation d'incendie de forêt dans l'ouest qu'il suivait aux nouvelles. L'intérêt de Kylian pour l'ingénierie qui avait été abordé au dîner la veille au soir. Une conversation normale, le genre que je n'avais pas eu depuis plus longtemps que je ne le réalisais. Après son départ, je suis resté avec ce qu'il avait dit sur le fait de ne pas vouloir faire exploser les choses. Je le comprenais, même si cela me frustrait. Les gens ne veulent pas être le messager. Personne ne veut apporter ça dans une amitié et le regarder atterrir. Mais cela m'a aussi fait repenser à la question que Kylian avait posée dans le pick-up. Si elle nous avait aimés ou si elle avait juste attendu quelque chose de mieux. Je n'avais pas de réponse claire. Ce que j'avais, c'est une image plus claire de la durée depuis laquelle les choses étaient brisées sans que je ne le voie. Un homme qui s'était pointé aux fêtes du 14 juillet. Un schéma de transfert qui remontait à 14 mois. Des week-ends où mon fils restait assis dans un dortoir parce que sa mère avait de meilleures choses à faire. À un moment de la soirée, Céline est descendue. Elle est restée dans l'embrasure de la porte de la cuisine pendant un moment, me regardant lire des documents à la table. « Est-ce que Kylian dort ?» a-t-elle demandé. Depuis environ 1 heure, ai-je dit. Elle est entrée et s'est versé un verre d'eau. Elle s'est tenue au comptoir, me tournant partiellement le dos. Puis elle a dit doucement, « Je sais que tu ne vas pas le croire, mais je n'avais pas prévu d'en arriver là. »
J'ai gardé les yeux sur les papiers devant moi. Où avais-tu prévu d'arriver? Silence. Tu as mis notre fils dans un pensionnat pour avoir plus de temps avec un autre homme, ai-je dit. Sans élever la voix, sans m'énerver, juste factuel. C'était un plan, Céline. Cela ne s'est tout simplement pas terminé comme tu l'espérais. Elle n'a pas répondu. Elle a fini son eau, a posé le verre dans l'évier, et est remontée. Je suis resté là 1 heure de plus à éplucher des documents, à n'attendre rien de particulier. La maison était calme. Kylian dormait au bout du couloir. J'ai pensé à ce que j'avais dit à Christophe, que je n'avais pas le luxe de m'effondrer. C'était vrai, mais il était aussi vrai que quelque part sous la discipline et la documentation et la stratégie juridique. Il y avait un homme qui avait aimé sa femme pendant 16 ans et qui ne comprenait que maintenant que la personne qu'il avait aimée était partie depuis longtemps sans le lui dire. J'ai laissé cela reposer pendant exactement 60 secondes. Ensuite, j'ai tourné la page et j'ai continué à travailler. La première audience pour la garde était programmée pour un mardi de novembre, 6 semaines après que David Vasseur a déposé la requête initiale. La salle d'audience était petite et fonctionnelle, le genre de pièce conçue pour gérer les naufrages des familles sans aucune décoration pour l'adoucir. La juge Patricia Houdin présidait, et dès l'instant où elle est entrée, il était clair qu'elle n'était pas intéressée par le drame. Céline est arrivée avec son nouvel avocat, un homme nommé Guillaume Flandrin, qui avait repris l'affaire après le retrait de Karine Fargeau. Flandrin était plus jeune que David, élégant avec un costume onéreux et l'énergie légèrement impatiente de quelqu'un qui s'attendait à gagner. Il a commencé par établir Céline comme la principale responsable des soins pendant les premières années de Kylian. Exact, jusqu'à un certain point. Elle avait été présente, engagée, impliquée. David l'a laissé terminer. Puis il a appelé Paul Guérin à la barre. L'administrateur du pensionnat de Richemont était calme et précis. Il a apporté des dossiers imprimés, le registre officiel des week-ends de l'école, des entrées horodatées pour chaque demande et annulation remontant au début de l'année scolaire. Il a confirmé que Kylian avait été laissé sur le campus 11 des 14 week-ends disponibles depuis septembre. Il a confirmé qu'à de multiples occasions, Kylian avait demandé si sa mère avait appelé. Il a confirmé que les réponses de Madame Dubois aux sollicitations de l'école avaient invoqué des « circonstances familiales » non précisées. Flandrin a contre-interrogé efficacement, essayant d'établir que les week-ends manqués étaient isolés et non indicatifs d'un schéma. Paul Guérin a répondu à chaque question de la même manière, en se référant au dossier imprimé. Les chiffres ne font pas de commentaires. Puis David m'a appelé. J'avais participé à suffisamment de procédures officielles au cours de ma carrière à enquête sur les incendies, audience sur la responsabilité, affaire d'application des codes pour savoir comment m'asseoir à la barre des témoins. Vous répondez à ce qui est demandé. Vous ne vous portez pas volontaire. Vous restez placide. David m'a fait parcourir la séquence des événements. La confrontation dans l'allée, l'appel à Richemont, la découverte des transferts financiers, la visite pour récupérer Kylian, la conversation avec mon fils dans le pick-up. J'ai répondu en langage clair, de la façon dont je rédigerais un rapport d'incident. Quand Flandrin a pris le relais, il a essayé un angle différent. Monsieur Dubois, a-t-il dit, n'est-il pas vrai que votre emploi du temps en tant qu'inspecteur des incendies du département vous éloigne fréquemment de chez vous pendant de longues heures? Mon emploi du temps est cohérent et prévisible, ai-je dit. Je suis rentré à la maison avant 19 h la plupart des soirs depuis les 11 dernières années. Les dossiers scolaires de mon fils ne reflètent aucune absence, aucun problème disciplinaire, et un engagement parental constant de ma part. Et pourtant, vous avez choisi de l'inscrire dans un pensionnat. Ma femme a choisi de l'inscrire dans un pensionnat, ai-je dit. J'avais des réserves. Je m'en suis remis à elle. Je ne ferai plus cette erreur. Flandrin a fait une pause. Il s'attendait soit à une attitude défensive, soit à une diversion. Je ne lui avais donné ni l'une ni l'autre. La juge Houdin a posé quelques questions directement sur les conditions de vie actuelles de Kylian, sur ses résultats scolaires, sur le fait de savoir s'il avait exprimé une préférence. David avait déjà soumis une brève déclaration d'un conseiller familial qui avait rencontré Kylian 2 fois au cours des 2 dernières semaines. La déclaration notait que Kylian avait exprimé une nette préférence pour rester avec son père et le désir d'être transféré dans une école locale. La juge n'a pas rendu sa décision ce jour-là. Elle le faisait rarement lors des premières audiences, mais elle a ordonné un examen formel par un tuteur ad litem et a demandé des documents supplémentaires à l'école.
Dans le couloir par la suite, David était mesuré mais direct. Ça s'est bien passé. Guérin était solide. Votre témoignage était propre. Flandrin n'a rien réussi à placer. Et Céline, ai-je demandé. Elle aura son tour pour témoigner à la prochaine audience. Flandrin la préparera. Il a fait une pause. Il y a aussi quelque chose que vous devriez savoir. Le dossier financier, la plainte pour dissipation des biens, a été repris par le département de conformité de son employeur. J'ai reçu un appel ce matin. Il mène une enquête interne. Je m'attendais à cela tôt ou tard. Comment cela nous affecte-t-il? Cela ne change pas notre affaire, a dit David, mais cela change considérablement sa position. Une enquête pour faute financière sur son lieu de travail, combinée à la situation de la garde, va exercer une pression importante sur elle pour régler à l'amiable plutôt que de continuer à plaider. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis dans l'air froid de novembre, et je suis resté sur les marches du palais de justice un moment. De l'autre côté du parking, Céline montait dans une voiture avec Flandrin, parlant à voix basse, ne regardant pas dans ma direction. Elle avait 2 ans de planification. Elle avait organisé l'école, géré l'argent, maintenu sa double vie sans encombre. Elle était intelligente et prudente, et elle croyait sincèrement qu'elle avait de l'avance. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'est que l'homme qu'elle gérait pendant tout ce temps était quelqu'un dont le métier était de trouver des choses. J'ai conduit jusqu'à la maison pour retrouver mon fils. Les parents de Céline sont venus de Nantes en voiture un samedi matin à la mi-novembre. Je ne les avais pas appelés. Elle l'avait fait, mais je savais qu'ils venaient parce que Kylian l'avait mentionné au petit déjeuner, ce qui signifiait que Céline le leur avait dit sans m'en parler d'abord. Un petit geste, le genre conçu pour me faire sentir comme un étranger dans ma propre maison. Je n'y ai pas réagi. J'ai préparé des œufs, j'ai versé du café, et quand Léonard et Barbara Vallet se sont engagés dans l'allée à 10h15 dans leur Peugeot Bordeaux, je suis sorti à leur rencontre. Léonard avait 71 ans, un ingénieur civil à la retraite, un homme qui construisait des choses pour gagner sa vie et avait des opinions bien arrêtées sur la façon dont elles devaient tenir ensemble. Barbara avait 68 ans, plus douce dans ses manières mais plus aiguisée dans son observation que la plupart des gens ne lui en accordaient le crédit. Je m'étais toujours bien entendu avec eux deux. Cela rendait la situation plus difficile. Léonard m'a serré la main. Sa poigne était ferme, la même que toujours. Il l'a tenue un instant plus longtemps que d'habitude et m'a regardé fixement. « Clément » a-t-il dit. Léonard, Barbara, j'ai hoché la tête vers elle. Entrez à l'intérieur. Nous nous sommes assis dans le salon. Tous les 4, plus Kylian, qui a dit bonjour puis a discrètement disparu dans sa chambre, de la façon dont les adolescents le font quand ils sentent que les choses sont compliquées. Céline s'est assise à l'autre bout du canapé. Je me suis assis dans le fauteuil. Léonard et Barbara ont pris les 2 sièges en face de nous comme s'ils arbitraient quelque chose. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis Léonard s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Clément » a-t-il dit. « J'aimerais entendre ce qui s'est passé de ta bouche directement. » Céline a commencé à parler. Léonard a levé une main sans la regarder. J'ai demandé à Clément. Je lui ai donné les faits. Pas tous. J'ai omis les détails financiers et les procédures judiciaires parce que ce n'était pas leurs affaires. Mais je lui ai parlé de l'allée, de ce que j'avais découvert concernant Kylian et les week-ends manqués, d'où en étaient les choses entre Céline et moi. J'ai gardé ma voix égale. Je n'étais pas là pour faire le procès de leur fille devant eux. Quand j'ai terminé, Léonard s'est adossé. Il a regardé Céline. Est-ce que ce qu'il a dit est exact? Elle est restée silencieuse un moment. C'est compliqué. Je n'ai pas demandé si c'était compliqué, a dit Léonard. J'ai demandé si c'était exact. Un autre silence. Puis Céline a dit doucement, dans les grandes lignes, oui. Barbara n'avait pas encore dit un mot. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas entièrement lire. Pas hostile, pas compatissante, juste assimilant tout. Léonard a expiré lentement. Nous n'allons pas prendre parti là-dedans, a-t-il dit. Vous êtes tous les deux des adultes. Quoi qu'il se soit passé entre vous, c'est à vous de le résoudre. Il a fait une pause. Mais je veux dire quelque chose, et je le dis devant vous deux pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Il m'a regardé. Tu as été un bon gendre,
Clément. Et d'après ce que je peux voir, tu es un bon père en ce moment. Je respecte cela. Puis il a regardé sa fille. Il ne lui a rien dit pendant un moment. Il a juste regardé. Quoi qu'il se soit passé entre eux dans ce silence, je n'en faisais pas partie. Ensuite, il s'est levé, a fait signe à Barbara et a dit qu'ils aimeraient voir Kylian avant de se diriger vers l'hôtel. Ils sont restés pendant 2 heures. Je leur ai laissé de l'espace avec Kylian, j'ai utilisé ce temps pour éplucher des papiers dans la cuisine. Quand ils sont partis, Barbara s'est arrêtée à la porte d'entrée et a brièvement posé sa main sur mon bras. « Prends soin de ce garçon », a-t-elle dit. « C'est le plan », lui ai-je dit. Cette nuit-là, après que la maison est devenue silencieuse, Céline a frappé sur l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle s'est tenue là, les bras croisés. « Mon père te respecte », a-t-elle dit. Il n'y avait pas d'amertume là-dedans, juste une simple reconnaissance. Léonard est un homme franc, ai-je dit. Il l'a toujours été. Il ne m'a pas défendu. Non, ai-je dit. Il ne l'a pas fait. Elle est restée là un autre moment. Puis elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je sais que ce que j'ai fait à Kylian était mal, avec l'école. Je le savais quand je le faisais. Elle a fait une pause. C'est juste que... Je me suis convaincu que c'était bien. Je l'ai regardé à travers la cuisine. Il est resté assis dans ce dortoir à demander si tu avais appelé. 11 week-end. Elle n'a pas répondu. Elle est montée. Je suis resté à la table jusqu'à minuit, puis j'ai vérifié Kylian, j'ai éteint les lumières et je suis allé me coucher. Sa famille n'avait pas choisi de camp. Ils avaient fait quelque chose de plus utile. Ils avaient vu clair, et ils l'avaient dit à voix haute. Décembre est arrivé froidement et rapidement. David Vasseur m'a appelé un lundi matin avec 2 nouvelles. La première était attendue. Karine Fargeau s'était formellement retirée de l'affaire de Céline à la suite de la détermination du conflit d'intérêts. Guillaume Flandrin gérait maintenant tout, ce qui signifiait que Céline avait perdu son avantage de l'intérieur. L'ami qui connaissait l'histoire des 2 côtés et pouvait l'aider à façonner le récit. Flandrin était compétent, mais il travaillait sans contexte. La deuxième nouvelle était moins attendue. Sébastien Roux, a dit David, a mis fin à tout contact avec votre femme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Quand? D'après ce que nous entendons à travers le tableau financier, les transferts se sont arrêtés il y a environ 3 semaines. Notre enquêteur a également confirmé qu'il n'est plus joignable au numéro qu'elle utilisait pour le contacter. Sait-elle pourquoi? Elle ne connaît peut-être pas encore toute la raison, a dit David prudemment. Mais je m'attends à ce qu'elle le découvre sous peu. Elle l'a découvert un mercredi. Je n'en ai pas été témoin directement, mais je l'ai entendu clairement depuis la chambre d'amis, une voix basse et contrôlée au début, puis avec un tranchant qui a traversé le mur. Un appel téléphonique qui a duré 11 minutes. Quand il s'est terminé, la maison est devenue complètement silencieuse pendant un long moment. Je lui ai laissé de l'espace. Je n'étais pas intéressé à remuer le couteau dans la plaie. J'avais des choses plus importantes à gérer. Mais 2 semaines plus tard, Christophe m'a appelé. Il avait entendu quelque chose par une connaissance commune de l'ancien réseau des pompiers du département. Les gens parlent dans les petits cercles, et Sébastien Roux était apparemment passé à autre chose avec une vitesse considérable. Il voyait quelqu'un de nouveau, une femme nommée Delphine Allais, mariée, vivant dans le canton de Savenay, une connaissance périphérique de Céline lors d'un événement caritatif 2 ans auparavant. Je suis resté avec cette information pendant un jour avant de décider quoi en faire, ce qui était rien. Ce n'était pas ma bataille. Ce que cela m'a dit était quelque chose que j'avais déjà soupçonné. Sébastien Roux n'avait pas été amoureux de Céline. Il en avait eu l'habitude. Et quand l'habitude est devenue gênante, il en a trouvé une nouvelle. Céline a découvert pour Delphine Allais par elle-même, par les mêmes canaux sociaux qui finissent par tout transporter. J'étais dans le garage en train de faire la vidange de mon pick-up quand elle est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle est restée là un moment sans parler. « Le savais-tu » a-t-elle finalement demandé. À propos de la nouvelle femme. J'ai levé les yeux. J'ai entendu quelque chose il y a environ 2 semaines. Et tu ne me l'as pas dit. Céline, ai-je dit prudemment. Tu n'es plus ma responsabilité depuis un moment maintenant. Elle a encaissé cela. C'est quelqu'un que je connais.
Je sais, ai-je dit. Elle est restée là un autre moment. Je m'attendais à de la colère, contre lui, contre moi, contre la situation. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus silencieux et plus difficile à regarder. Pas de la douleur, exactement, plutôt l'humiliation spécifique de réaliser que vous avez démantelé quelque chose de réel pour quelque chose qui n'allait jamais tenir. Il n'en valait pas la peine, a-t-elle dit. Pas à moi, plutôt à elle-même. Je n'ai pas répondu à cela. Je suis retourné au filtre à huile. Elle a quitté l'embrasure de la porte. J'ai terminé le travail, je me suis nettoyé les mains et je suis resté là dans le garage froid un moment à penser à 16 ans. Les premières années, quand les choses avaient été bonnes. Celle du milieu, quand j'avais été trop occupé pour remarquer la langue des rives. Les 2 dernières, quand j'avais été aveugle à quelque chose qui était juste sous mon nez. Rien de tout cela ne changeait ce que j'avais besoin de faire maintenant. L'évaluation de David était que la position de négociation de Céline s'était considérablement affaiblie. L'enquête pour faute financière sur son lieu de travail s'était élargie, ce qui signifiait qu'elle était sous pression de 2 côtés simultanément. Il s'attendait à ce qu'elle s'oriente vers un règlement à l'amiable avant la prochaine date d'audience. Elle l'a fait. Son avocat a contacté le bureau de David un jeudi après-midi et a demandé une conférence de règlement. J'ai dit à David de l'organiser. Je n'allais pas me battre pour le plaisir de me battre, mais j'allais sortir de cette conférence avec mon fils, mes finances intactes et ma vie orientée dans une direction que j'avais choisie. Sébastien Roux était parti le premier. C'était la meilleure chose qu'il m'ait jamais faite, même s'il l'avait fait entièrement pour lui-même. Le règlement a pris forme au cours de la 2e semaine de janvier. David avait prédit que Céline agirait rapidement une fois que l'enquête sur le lieu de travail s'élargirait, et il avait raison. L'enquête pour faute financière dans son entreprise ne lui avait pas coûté son emploi. Pas encore. Mais cela lui avait coûté son effet de levier, sa crédibilité et tout appétit restant pour une bataille judiciaire prolongée. Elle a obtenu la voiture, son compte de retraite et une partie de l'épargne conjointe. J'ai obtenu la maison, la garde principale de Kylian et le retour de 12 212 € des transferts contestés. Le reste a été jugé trop difficile à tracer sans un audit comptable formel qui nous aurait coûté à tous les deux plus qu'il n'en valait la peine. David a appelé cela un résultat solide. J'ai appelé cela la ligne de départ. Céline a déménagé un samedi. Elle a eu de l'aide. 2 femmes que je ne reconnaissais pas et un camion de location. J'ai emmené Kylian à la quincaillerie ce matin-là, puis déjeuner, puis dans un magasin d'articles de sport où il lorgnait sur une veste particulière depuis 2 mois. Nous sommes rentrés à la maison en début d'après-midi dans une maison qui semblait différente, plus légère d'une certaine manière, comme si un système de pression s'était finalement dissipé. Kylian est resté dans le couloir de l'entrée et a regardé autour de lui. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, « Est-ce que ce sera toujours juste nous deux pendant un moment ?» Je lui ai dit cela. D'accord. Il y a réfléchi sérieusement, de la façon dont il considérait la plupart des choses. Oui, a-t-il dit. Je pense que oui. Nous avons passé le reste de la journée à réarranger. Il voulait son bureau près de la fenêtre au lieu de contre le mur. Nous avons déplacé une bibliothèque d'une chambre d'amis à la sienne. J'ai commandé une pizza pour la 3e fois ce mois-là, et nous l'avons mangée debout au comptoir de la cuisine. Nous avons parlé de s'il voulait finir le semestre à Richmond ou être transféré au lycée François Ier en février. Il a choisi le lycée François Ier. Les formalités d'inscription ont pris 1 semaine. Son premier jour était un lundi à la mi-février. Et je l'ai conduit moi-même, ce que je n'avais pas fait depuis qu'il avait 10 ans. Il était silencieux sur le trajet. Nerveux, bien qu'il ne le disait pas. Je me suis arrêté devant l'entrée principale, et il a attrapé son sac. « Tu vas bien t'en sortir », ai-je dit. Il m'a fait le demi-hochement de tête qui signifiait qu'il savait que j'avais raison mais n'était pas encore prêt à l'admettre et est descendu. Je l'ai regardé franchir les portes d'entrée sans se retourner. C'était une bonne chose. Cela signifiait qu'il allait de l'avant. Christophe est passé ce soir-là avec un pack de 6 bières, et nous nous sommes assis sur la véranda arrière même s'il faisait assez froid pour que nous puissions voir notre souffle. Il a demandé ce que ça faisait d'avoir la maison pour nous seuls. Plus calme, ai-je dit, mais le bon genre de calme. Il a hoché la tête et a ouvert sa bouteille. Tu as bien agi envers ce gamin, Clément. Je fais mon travail, ai-je dit. C'est tout. C'était vrai.
Et pour la première fois depuis longtemps, le travail semblait gérable. 8 mois après que Céline a déménagé, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré que c'était une femme nommée Jeanne Renard, coordinatrice de la sécurité incendie à la Commission des assurances de l'État. Elle a trouvé mon nom grâce à une recommandation professionnelle et voulait discuter d'un accord de consultation pour inspecter des propriétés commerciales à travers le département pour un tarif trimestriel qui était considérablement meilleur que mon salaire du département. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'y ai réfléchi pendant 2 jours, puis j'ai dit oui. Ce n'était pas un changement dramatique, mais c'était le mien. Quelque chose que j'avais construit sans l'apport ni l'interférence de personne d'autre, à partir d'une recommandation qui était venue parce que j'étais bon dans ce que je faisais. Kylian s'épanouissait au lycée François Ier au printemps. Il a rejoint le club d'ingénierie, s'est fait 2 amis que j'avais réellement rencontrés, et a commencé à parler de l'université avec une spécificité qui m'a indiqué qu'il pensait sérieusement à son avenir pour la première fois. Ses notes avaient augmenté. Il dormait dans son propre lit dans sa propre chambre chaque nuit et descendait le matin se préparer le petit déjeuner comme une personne qui était à sa place. L'enquête sur le lieu de travail de Céline s'est conclue en mars. Elle n'a pas été licenciée, mais elle a été formellement réprimandée et déplacée vers un rôle non lié à la supervision. J'ai entendu cela par Christophe, qui l'a entendu par un contact commun. Je n'ai pas demandé de détails. Quelles que soient les conséquences auxquelles elle faisait face, c'était entre elle et les choix qu'elle avait faits. Sébastien rouvoyait toujours Delphine Allais, d'après le peu qui a filtré à travers le réseau de Christophe. Que cette situation tienne ou non, je n'avais aucune opinion là-dessus. J'avais assez à gérer sans suivre l'orbite d'un homme qui n'avait jamais valu mon attention en premier lieu. Céline et moi n'interagissions que lorsque Kylian était impliqué, événements scolaires, les remises occasionnelles. C'était civil, parfois presque confortable de la manière dont les choses deviennent confortables quand les combats sont terminés et que vous avez tous les deux accepté le paysage. Un soir de fin septembre, j'étais assis sur la véranda arrière après le dîner, écoutant le quartier s'installer dans le calme, quand Kylian est sorti et s'est assis sur l'autre chaise. Il avait son téléphone à la main mais ne le regardait pas, il était juste assis. Après un moment, il a dit « J'ai repensé à ce que tu m'as dit dans le pick-up ce jour où tu es venu me chercher. » « Quelle partie ?» ai-je demandé. « Que rien de tout ça n'était de ma faute. » Il a fait une pause. « Je pense que j'y crois vraiment maintenant. » Je l'ai regardé. Il avait 15 ans, presque. Et il ressemblait à lui-même. Pas la version prudente et sur la réserve qui était rentrée de Richmond, mais la version réelle, celle qui avait attendu en dessous tout ce temps. « Bien, ai-je dit. C'est là que ça doit être. » Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que la lumière ait disparu. J'ai pensé à la nuit d'octobre où j'étais rentré chez moi pour trouver une Audi noire dans mon allée et une femme qui m'avait dit de rentrer à l'intérieur. J'ai pensé au choix que j'avais fait à ce moment-là. Ne pas me battre, ne pas m'effondrer, mais prendre du recul, faire l'inventaire et faire le travail qui devait être fait. J'avais passé 19 ans à lire des scènes, à lire ce qui n'y avait pas sa place, à trouver ce qui allait mal tourner, à y arriver avant que les dégâts ne soient faits. J'avais été en retard pour celle-ci, mais j'y étais arrivé. Et assis sur cette véranda avec mon fils à mes côtés, regardant la dernière lumière quitter le ciel, j'ai su avec certitude que ce que j'avais gardé des décombres était la seule chose qui ait jamais vraiment compté.